Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. François Hollande reçoit en ce moment même l'émir du Qatar, le tout jeune cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Alors on va parler contrat et notamment de la vente du Rafale, mais également de la situation en Irak ou encore en Syrie. Le Qatar, vous le savez, est régulièrement accusé de soutenir les djihadistes au Mali, en Syrie, je vous le disais à l'instant, mais également en Irak avec l'EIL, l'État en Irak. L'État islamique en Irak et au Levant, pardonnez-moi, des accusations qui d'ailleurs ont été lancées dimanche par le président iranien Hassan Rouhani, mais également par le général rebelle libyen Khalifa Haftar qui accuse Doha d'encourager le terrorisme. Alors ces accusations sont-elles fondées? Que vient chercher l'émir en France? Le Qatar n'est-il pas aujourd'hui une puissance affaiblie? Eh bien, on posera toutes ces questions à nos invités, à vous, Nabil El Nasri. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Qatar, auteur de L'énigme du Qatar, c'est aux éditions Iris, et Qatar, c'est aux éditions Buck. Et vous êtes par ailleurs fondateur de l'Observatoire du Qatar. Karim Sader, bonsoir. Vous êtes politologue, consultant sur les pays du Golfe, auteur de Géopolitique des États du Golfe à l'heure des printemps arabes, et c'est aux éditions Argos. Pierre Conessa, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA, spécialiste des questions stratégiques internationales, auteur de Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique, et c'est aux éditions Robert Laffont. Il va faire une entrée à vue sur le plateau. Nicolas Beau, vous pouvez entrer sur le plateau, Nicolas Beau. Il a un tout petit peu de retard. Rédacteur en chef du site Bonsoir, mondeafrique.com, auteur du Vilain Petit Qatar, et c'est aux éditions Fayard. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter le président iranien Hassan Rouhani. C'était ce dimanche. Hassan Rouhani qui met en garde les pétromonarchies du Golfe qui, selon lui, soutiendraient le terrorisme et notamment l'EIL en Irak. On écoute Rouhani. Avec leur argent et leurs pétrodollars, ces pays aident les terroristes. Laissez-moi leur dire. Soyez prudents, demain votre tour viendra. Nabil El Nasri, est-ce qu'il a raison, Hassan Rouhani, lorsqu'il pointe du doigt les pétromonarchies du Golfe et notamment le Qatar en disant que ce pays soutient le terrorisme, les djihadistes? Alors je suis un petit peu dubitatif parce qu'il n'y a pas de preuves réelles et claires qui démontrent une implication au moins de l'appareil d'État qatari envers les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Alors vous avez un faisceau de présomptions, certes, mais on ne peut pas faire la distinction aujourd'hui entre ce qui viendrait officiellement du Qatar ou des fonds privés des différents pays du Golfe. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un net clivage dans le Moyen-Orient. C'est très clair dans les représentations, dans le discours d'un certain nombre de responsables politiques ou religieux. La fracture sunnite-chiite est très vive au Moyen-Orient. Et donc, vous avez certainement un certain nombre de fonds qui vont du Golfe vers des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. D'autant qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler également que la rébellion qui s'exprime aujourd'hui en Irak n'est pas uniquement le fait de djihadistes, mais vous avez tout l'ensemble sunnite, compris entre la Syrie et l'Irak, une grande partie de la population sunnite qui se rebelle contre un gouvernement qu'elle considère comme étant un gouvernement illégitime, qu'il n'a marginalisé ces 10 dernières années. Vous avez autant des combattants djihadistes que vous avez également des chefs de tribus, vous avez des anciens baassistes qui font toujours allégeance à l'ancien système hérité de Saddam Hussein. Donc on ne peut pas, je pense beaucoup là de l'ordre de la supputation. Et quand on parle de ces fonds privés, concrètement c'est quoi ces fonds privés? Mais écoutez, vous avez quand même pas mal de personnalités fortunées dans les pays du Golfe. Même beaucoup de citoyens des pays du Golfe ont des richesses assez colossales. Et dès lors que vous avez une levée de fonds de la part d'un certain nombre de responsables ou d'agents, on peut très bien estimer ou penser que des fonds... Mais l'émir doit quand même avoir des liens, j'imagine, avec ces personnes fortunées, non? Alors là, toute la question est de savoir... c'est quand même la question centrale, oui. Parce qu'on imagine que ces gens ont des liens les uns entre les autres. Je pense qu'on peut faire le même parallèle avec le Mali. Moi, je retiens par exemple les accusations qui ont été portées sur le Qatar par rapport à un éventuel financement des groupes djihadistes au Mali. Oui, d'ailleurs, on avait dit qu'on avait vu le croissant rouge qatari, je me rappelle, dans le nord du Mali, aux côtés du Moudjahou. Eh bien, Alain Chouet, qui est un ancien responsable des services de renseignement français, dit la chose suivante. Nous n'avons pas de preuve d'une implication physique des autorités qataries au nord Mali, mais tout le monde en est à peu près convaincu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve qui démontre l'implication du Qatar, mais tout le monde est de l'ordre...
Il y a des soupçons. Mais le problème, c'est qu'on est dans le soupçon et pas dans la preuve. C'est ça le problème. Dès lors que vous portez une accusation, encore faut-il avoir les preuves tangibles et réelles de cette application. Nicolas Beau, quand vous entendez Nabil Nasri qui dit « bah oui, on entend souvent que le Qatar soutiendrait, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de preuves ». Est-ce que le Qatar ne soutient pas? Est-ce que ce sont en effet des fonds privés qui n'ont rien à voir avec l'émir du Qatar, qui soutiennent ces mouvements terroristes, ou on peut penser qu'il y a connexion quand même entre le pouvoir qatari et ces fonds privés? Ou est-ce qu'on n'en a jamais eu preuve? Je pense que M. Nasri est une personnalité fort sympathique, érudite, mais qui est totalement dans les mains du Qatar. Donc ce qu'il dit n'a pas plus d'intérêt que cela, c'est une simple propagande. Aujourd'hui, les fonds privés, des grandes fondations du Golfe, qu'elles soient saoudiennes ou qataries, sont évidemment totalement liées au régime en place. C'est comme si en France, on distinguait la Caisse des dépôts, principale aujourd'hui ressources financières de l'État lui-même, où M. Hollande nomme un de ses proches à la tête de la Caisse des dépôts. Tout ça est absolument un faux semblant. Aujourd'hui, il est évident que le Qatar, comme l'Arabie saoudite, ont soutenu la mouvance djihadiste en lutte contre Assad, avec de très bons arguments. Assad est un dictateur épouvantable qui a fait des choses atroces. Et donc, il y a eu un moment un peu œcuménique, où à la fois les Occidentaux, notamment les Français, soutenaient les forces démocratiques, et le Qatar ou l'Arabie saoudite soutenaient les forces djihadistes qui étaient dans le même combat contre Assad. Seul problème, c'est que les uns et les autres sont absolument aujourd'hui en guerre ouverte, et qu'aujourd'hui, ça pose le problème de quel est le devenir de la Syrie, quel est le devenir. Aujourd'hui, ça va être une conversation entre, j'imagine, l'émir du Qatar et M. Hollande, entre les forces démocratiques que soutenait la France et les forces djihadistes que soutenait le Qatar. Après, tout ce qu'on nous raconte sur la distinction subtile des fondations privées, enfin, on sait que le Qatar n'est pas un pays démocratique. Pour qu'il y ait une fondation d'un riche Qatari qui soutient X ou Y, il faut l'aval de l'émir. C'est évident. C'est un tout petit pays qui fonctionne de façon féodale et tout remonte à l'émir. Donc on n'imagine pas qu'un riche Qatari soutienne telle ou telle mouvance djihadiste sans l'aval de l'émir. Nabil Nasri, quand même. Oui, mais écoutez, c'est très rapide. Nicolas Beau a commencé par une accusation. Ce qui est dommage, c'est quand on n'a pas d'argument, on est dans le procès d'intention. Donc je le laisserai avec ces accusations gratuites et sans fondement. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est encore une fois les faits. C'est-à-dire que jamais, même l'armée française, je reprends ce qui a été dit sur le Mali, les autorités françaises, on parle de la Syrie officiellement, si je peux juste finir, ont officiellement affirmé que le Qatar n'était pas présent. Donc on était dans la supputation et on était dans la rumeur, encore une fois. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que vous avez un affrontement généralisé au Moyen-Orient entre des forces chiites et des forces sunnites, et qu'il s'agisse du Qatar, mais pourquoi focalisation sur le Qatar? Parce que vous avez d'autres pays qui sont davantage impliqués en Irak, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Koweït, qui est frontalier directement avec l'Irak, qui auraient parfois intérêt à déstabiliser le gouvernement de Nouri el-Maliki, parce que dans cet affrontement généralisé, on considère Nouri el-Maliki comme étant tout simplement une excroissance de l'Iran. Donc c'est toujours bénéfique pour l'Arabie Saoudite ou d'autres pays du Golfe d'essayer de renverser ce gouvernement dans le cadre d'un affrontement beaucoup plus large. Karim Sader, alors vous penchez vers qui? Vers Nabil Nasri qui dit « moi, il y a des soupçons, ok, mais on ne m'a jamais apporté les preuves », ou Nicolas Beau qui dit « attendez, les fonds privés, on n'est pas dans un pays démocratique au Qatar, il ne peut pas ne pas y avoir de lien entre les fonds privés et l'émir ». Je vais opter pour une position un peu qatari, c'est-à-dire entre les deux. Non, je pense que ce qui tracasse ou façon la mouvance salafiste du Qatar. Ce qui me tracasse un petit peu dans ce débat, c'est que j'ai l'impression depuis 2 ans que on ressasse les mêmes choses et on n'a pas pris en compte un paramètre quand même important, c'est qu'il y a un nouvel émir aujourd'hui au Qatar. Ça fait 1 an d'ailleurs, presque jour pour jour, qu'il a été intronisé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la région. Et le Qatar, c'est un pays qui fonctionne en fonction de différents paramètres régionaux. Donc aujourd'hui, vous avez un changement de stratégie de la part du Qatar, qui est lié à des paramètres régionaux que l'on sait. Alors on va les rappeler quand même pour nos téléspectateurs, l'échec des frères musulmans en Égypte quand même, et en Tunisie, qui a été un où coup ils ont dur quitté le gouvernement pour le Qatar. Et contrairement au discours qu'on entend de la part du président Rouhani, il y a une réhabilitation en quelque sorte de l'Iran dans le jeu régional. L'Iran qui devient un peu plus américano-compatible. N'oublions pas que le Qatar, c'est un porte-avions américain. Et
il y a une crise aujourd'hui sans précédent dont on ne parle pas. On met tout dans le même sac et on omet de dire qu'actuellement, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont en froid diplomatique, mais de manière assez intense. Il y a eu un rappel des ambassadeurs. Il y a eu un rappel des ambassadeurs. Donc on ne peut pas aujourd'hui... Ça fait un moment. Oui, ça fait quelques mois. Non, quelques années que c'est des frères ennemis. Oui, mais aujourd'hui, vous avez une crise diplomatique. Elle est ouverte. Voilà. Et pourquoi l'Arabie Saoudite maintenant est en crise ouverte? Mais moi, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, à ce truc. Moi, la question, Karim Seder, est-ce que le Qatar a soutenu les djihadistes? Oui. Oui, le Qatar a soutenu les djihadistes, mais sûr, ne les soutient plus aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas approprié de parler d'un soutien de l'État du Qatar à la mouvance djihadiste, et n'en déplaise à monsieur, excusez-moi, et je n'appartiens à personne, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Bien que le Qatar soit un régime autoritaire, vous ne pouvez pas autocratique, vous ne pouvez pas nier qu'il existe différentes mouvances à l'intérieur de la famille royale. Et je connais très bien beaucoup d'acteurs de cette famille, et je peux vous dire qu'entre certaines franges, et il y a eu des membres de certaines franges radicales qui ont financé les attentats du 11 septembre. C'est connu, c'est sur la place publique. L'ancien ministre de l'Intérieur du Qatar avait caché Cheikh Khaled Mohammed, qui est l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. L'émir actuel, comme son père, doit gérer ces différentes franges. Et on en a déjà parlé, des contradictions de la société qatari. Donc, il y a d'un côté, effectivement, des branches qui soutiennent et qui veulent montrer leur empathie au djihad, à la lutte, entre guillemets, Parce que le Qatar, ce qu'il faut dire, soutient quand même l'islam rigoriste. Oui, bien sûr. Il faut quand même le rappeler. Mais vous avez des franges aussi dans cette famille-là qui n'approuvent pas ce soutien. Donc... Une seule question, est-ce qu'il y a un syndicat libre, une association libre? Mais non, mais je ne suis pas là pour défendre le Qatar. Ça s'appelle comment? Une dictature? Je n'ai pas dit le contraire, Ça s'appelle comment un pays où il n'y a pas un syndicat libre, une association libre, une élection libre? Ça s'appelle comment? Les affaires du Qatar sont au Qatar et les affaires du Qatar sont au Qatar. C'est un vieil argument pour cautionner. Je ne suis pas là pour débattre de la question intérieure du Qatar. C'est important. Je n'ai jamais défendu. Ils ont préconisé le printemps arabe. D'accord. Je ne vous ai pas dit. C'est quoi? C'est la démocratie. Monsieur, je ne vous ai pas dit le contraire. Allez, Pierre Conessa, on va parler après. On va parler après. Je suis pas moins que vous. Ah bon? Parce que vous faites toute la journée des textos sur les réseaux sociaux. Allez, on n'est pas là pour savoir ce que fait Nabil Nasri ou les uns et les autres. Moi, je voudrais... Allez, Nicolas Beau, moi, je voudrais qu'on avance un peu sur le sujet, surtout que Pierre Conessa n'a pas eu la parole encore. C'est vrai. C'est vrai, Pierre Conessa. Et donc maintenant, vous l'avez. Et moi, je voudrais savoir comment vous... Est-ce que le Qatar soutient les djihadistes? Est-ce qu'il l'a fait par le passé? Est-ce qu'il ne le fait plus aujourd'hui? D'abord, un point de sémantique. Je suis absolument fasciné par le terme de terrorisme. Si vous voulez avoir un appui international, aujourd'hui, vous accusez l'autre de terroriste. C'est un terme valise, inventé par George Bush, malheureusement, qui est un terme dans lequel on met strictement ce qu'on veut aujourd'hui. Donc tout le monde est terroriste pour tout le monde. Simplement, il s'agit de savoir qui accuse le premier. La deuxième remarque que je ferai, c'est que je suis toujours très étonné par le procès qu'on fait au Qatar, un pays pour lequel j'ai aucune sympathie particulière, par rapport au procès qu'on ne fait pas à l'Arabie Saoudite, qui est incontestablement le pays le plus déstabilisant, le plus intolérant, le plus dictatorial de toute la région. En Arabie Saoudite, il n'y a aucun culte autorisé, même dans les ambassades. Et on est dans un système où l'éléphant, si vous voulez, cache le moineau. C'est-à-dire que c'est vrai que le Qatar est un investisseur qui a misé sur les frères musulmans, et j'ai aucune sympathie pour les frères musulmans, mais à côté des 11 terroristes du 11 septembre qui étaient saoudiens et pour lesquels les Américains nous ont vendu l'axe du mal, c'est-à-dire surtout, sauf l'Arabie Saoudite, je suis fasciné par cette espèce d'opacité. C'est juste une petite parenthèse. C'est pas Hitler et Mussolini. Mussolini, c'était moins pire qu'Hitler. Bon, et sur mon site, Monde Afrique, on a fait un dossier sur le royaume saoudien, royaume des ténèbres. Donc c'est pas parce qu'on attaque le Qatar qu'on est caution de l'Arabie Saoudite. C'est du wahhabisme soft au Qatar et wahhabisme musclé en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, on lapide, on coupe la main des voleurs, on tue les homosexuels. Au Qatar, c'est un peu plus soft. Mais quelle est aujourd'hui l'avancée du Qatar vers le pluralisme et la démocratie? Il est zéro. Il n'y en a aucun. Mais revenons, si vous voulez bien, on va parler des droits de l'homme. C'est un problème. Mais revenons, Pierre Conessa, vous n'avez pas répondu à la question sur le soutien. Alors, vous n'avez pas aimé le terme de terrorisme. Alors, je vais utiliser le terme de djihadiste, parce que ça, c'est quand même un terme qui n'est pas galvaudé en ce moment, qui a son sens. Est-ce que le Qatar soutient les djihadistes, ou est-ce que le Qatar a soutenu les djihadistes et aujourd'hui ne les soutient plus parce qu'en effet, il y a un changement régional et que c'est une puissance qui est un peu affaiblie et qui n'a pas intérêt, parce que ce que vous dites, Nicolas Beau, dans votre papier Atlantico, vous dites parfaitement. Où vous dites que justement il y a une base américaine au Qatar et que c'est une puissance qui aujourd'hui est affaiblie, en tout cas par rapport à ce qu'elle a été, qui donc ne peut plus se permettre
Écoutez, de moi, financer, si c'est le cas, si ces vous djihadistes? voulez, sur le financement, personnellement, j'ai aucun doute sur le fait que des membres de la société civile saoudienne et probablement de l'entourage du prince est financé. Bon. Simplement, est-ce que le prince a la capacité à empêcher totalement? Quand on dégorge d'argent, comme c'est le cas du Qatar, vous avez des fortunes partout. Vous en avez aux États-Unis. Je vous rappelle simplement un épisode qui est un épisode qui concerne deux démocraties, qui étaient la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans une discussion, quand ça a commencé le processus de paix en Irlande du Nord, Tony Blair est allé aux États-Unis pour que les Américains arrêtent le financement fait par la diaspora irlandaise à l'IRA. Bon, c'était donc que même dans une démocratie et dans un truc où on soutenait un allié, il n'y avait pas la volonté d'empêcher. Et il n'y avait pas la capacité d'empêcher. Donc le fait qu'au Qatar, et encore une fois à cause de la masse de l'argent qu'il faut distribuer pour que le régime tienne, cette espèce de conception, si vous voulez, familiaux, patrimoniale de l'argent, fait qu'effectivement, à mon avis, il y a certainement des gens qui ont financé. Mais encore une fois, je suis fasciné du fait qu'il faut qu'on mette les deux dans le même sac. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette Arabie Saoudite et Qatar. Bien sûr. Or là, il semble que ce soit celui qui a porté le Qatar. Celui-là, on va lui taper dessus. C'est comme dans les films de Marx Brothers. Nabil El-Nasri. Nabil El-Nasri, je voudrais que vous répondiez à cette question. Est-ce que le Qatar est aujourd'hui une puissance affaiblie parce qu'il y a eu échec des frères musulmans en Égypte, parce qu'il y a eu l'échec d'Ennahda aussi en Tunisie, hein, qui est aussi proche donc, des frères musulmans, parce que économiquement, finalement, c'est un pays qui vit sur ses hydrocarbures et qui a besoin de trouver un nouveau modèle économique, de trouver des diversifications, parce qu'en effet, c'est un pays qui est aujourd'hui en concurrence frontale avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est un pays qui aujourd'hui est affaibli, hein? Parce qu'il y a eu aussi la Coupe du Monde de football. Oui, on va en parler tout à l'heure. Quand même, où son image a été quand même diablement écornée. On va en parler. Parce que tout le monde maintenant admet que c'est des esclaves qui travaillent pour construire les stades. On va en parler. Nabil El-Nasri. Monsieur El-Nasri n'a pas l'air très soucieux. Oui, mais il n'a pas eu le temps encore de répondre, Nicolas Beau. Nabil El-Nasri. En plus de ça, Nicolas Beau fait des lectures de projection, c'est-à-dire que j'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment de la condition des ouvriers. C'est quelque chose d'absolument déplorable. Les ouvriers, c'est beaucoup dire, hein, c'est des esclaves. Allez, on peut faire répondre Nabil El-Nasri. Reste très calme. Vous avez vu surtout la condition ouvrière qui est particulière, qui est très 19e siècle. Nicolas Beau, s'il vous plaît, merci. Nabil El-Nasri. Maintenant, je peux continuer, c'est bon? Allez, vous pouvez, parce que c'est moi qui décide ici. Très bien. Et donc, vous pouvez. Donc, par rapport à votre question, manifestement, il y a un reflux. C'est-à-dire que quand vous prenez depuis un an la situation diplomatique du Qatar, il y a l'Arabie Saoudite qui est revenue maintenant comme acteur dominant de la géopolitique du Moyen-Orient. On l'a vu en Syrie où ce sont eux maintenant les véritables parrains de l'opposition. En Égypte, après le coup d'État, ce sont les Saoudiens avec les Émiriens qui ont mis tout simplement, qui ont donné la capacité financière au nouveau président Sisi de pouvoir éradiquer d'une certaine manière les frères musulmans. Donc l'ensemble, en tout cas une bonne partie des alliés du Qatar dans la région sont en retrait. Maintenant, affaibli, oui et non, parce qu'économiquement, vous l'avez souligné, le Qatar est toujours une puissance financière. Il faut rappeler. Troisième pays le plus riche au monde. En fait, ça dépend. Ça dépend. Par rapport au nombre par habitant, évidemment. Ça dépend le facteur. Ils sont 1,8 million, il y a 250 000 nationaux. 1,8 million dont les esclaves, quand vous prenez le PIB, 200 000. 250 000 nationaux. Quand vous prenez le PIB par habitant, c'est le pays le plus riche du monde. Quand vous prenez le fonds d'investissement, c'est le fonds d'investissement le plus dynamique de la planète. C'est pas le plus ça veut dire quoi ? C'est pas le plus fourni, c'est celui qui aujourd'hui dépense le plus, à peu près une soixantaine de milliards dans des investissements, qu'il s'agisse d'ailleurs des pays européens ou des pays asiatiques. Le Qatar investit dans à peu près une quarantaine de pays. Donc en termes économiques, c'est faux, les Saoudiens et les Émiratis dépensent beaucoup plus. En termes de projection économique, le Qatar, évidemment, est assis sur une mer de gaz et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau diplomatique, il faut juste resituer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Mais il y a quand même le problème, Nabil El-Nasri, de la diversification, parce qu'un jour, ces ressources vont s'épuiser et qu'il va falloir... Avec le Qatar National Vision 2030, sur la question de l'économie de la connaissance, sur la question du tourisme, sur la question de l'industrie du sport, on essaye de trouver des leviers de croissance complémentaires pour arriver à une situation où le pétrole et le gaz ne seront plus dominants dans l'économie du pays. Reflux du Qatar diplomatique, certes, mais un reflux qui doit être mis dans un contexte particulier d'une évolution progressive du monde arabe. Voilà, besoin de diversification et notamment donc, ce qui explique les investissements en France avec ce fonds qatari, notamment dans l'immobilier, dans les grandes entreprises du CAC 40. On va en parler dans un instant dans la seconde partie du débat. À tout de suite.